Peut-être qu'un poème aidera ceux qui liront ces mots à comprendre ce que je ressens quand cet arbre se dessèche. Il peut mourir à chaque nouvelle feuille, cet arbre solitaire, mais laissons-le pousser maintenant. Ce sont sur ces mots tirés d'un poème de Natsuko Higuchi, connue sous le nom de Ichio Higuchi, la première femme professionnelle, on va dire écrivaine professionnelle de l'histoire du Japon, que j'ai décidé de commencer cette nouvelle vidéo, bien sûr associée au Japon encore une fois. Cette fois-ci, on va réexplorer un peu l'histoire du baseball, mais plus précisément via sa partie lycéenne. Il faut le savoir, le lycée et le baseball se marient très bien de manière historique au Japon, et il faut le savoir également, ils ont un tournoi qui rend bien compte de cette effervescence, de cet engouement qui est déjà centenaire, plus que centenaire, pour le baseball au niveau lycéen. C'est donc le tournoi Koshien. Et alors que ce tournoi a une histoire riche, on va pouvoir revenir sur différents moments en fait, de l'élaboration de ce tournoi jusqu'à ces dernières occurrences, via des portraits de joueurs, via des événements pertinents et spécifiques qui ont marqué en fait l'histoire de ce tournoi Koshien, et également via la vision et l'évolution de la vision de certaines femmes japonaises au cours de l'histoire, car elles sont liées certainement d'assez loin au baseball, même au baseball nippon, mais par contre elles sont quelque part des témoins, des marqueurs de l'évolution de la société japonaise au gré de l'avancement tout simplement de cette société jusqu'à notre époque à nous. Et donc elles sont bien sûr témoins également de ce qui s'est passé en termes d'évolution du sport qu'est le baseball au Japon. Ne perdons pas plus de temps, allons-y, remontons le temps, partons à la découverte du baseball lycéen japonais et le tournoi Koshien. Pour remonter au fondement, au commencement du baseball nippon, prendre en exemple Ichio Higuchi comme marqueur de cette époque n'est pas innocent, puisqu'il faut le savoir, elle est née en 1872. 1872 qui, si vous le rappelez, est également la date à laquelle on considère que le baseball a été introduit au niveau japonais. Pour parler encore une fois de cette femme, vous pourrez bien sûr aller voir les biographies car c'est très intéressant. Elle a vécu une vie assez courte, mais elle a eu le temps, malgré cette vie très très courte, elle est morte à 24 ans, de pouvoir faire ses preuves, de pouvoir montrer ce dont elle était capable et de pouvoir quelque part être à la fois témoin des vestiges d'une société, la société qui était sous le régime Tokugawa, et cette bascule vers cette société plus moderne via donc la restauration Meiji et donc l'empereur restauré et le changement, on va dire, culturel et industriel au niveau du Japon. Et alors que s'éteignait cette même année donc notre célèbre écrivain que vous pouvez retrouver sur des billets notamment de banques japonais, pour vous dire à quel point elle a marqué son pays, son histoire, etc. Il faut le savoir, c'est également cette même année-là qu'on avait eu donc une victoire. Une victoire qui paraît anodine, qui paraît anecdotique et qui pourtant est une victoire référence, une victoire qui montre en fait l'importance que prenait déjà le baseball à cette époque-là. Nous sommes en 1896 à Yokohama et on va avoir donc une équipe lycéenne japonaise de la Ichiko High School de Tokyo qui va battre une équipe qui était composée de résidents étrangers, notamment américains, et qui faisait partie donc du club de Yokohama Country and Athletic Club. Cette victoire était le marqueur de ce qu'on avait mis en place au niveau japonais, notamment le fait d'associer le baseball à un sport scolaire, et donc il était joué déjà au lycée et en université, et c'est ce qui a permis entre guillemets d'avoir et d'apporter des fondations, des structures, une infrastructure baseball, donc via la scolarité. Et le fait de battre donc ces joueurs étrangers a tout simplement érigé l'équipe qui a gagné en tant qu'équipe héroïque, chacun de ces joueurs étant devenus des héros nationaux, et tout ça a été bien mis en place par la presse japonaise de l'époque. Et alors donc Ichio Higuchi fermait le chapitre de sa vie tout simplement en ayant été très prolifique à l'écriture, avec un style bien particulier, un style recommandé, un style reconnu au niveau de Tokyo. Elle qui avait donc pour principal matériel ou matériau sa propre vie, sa propre expérience en tant que personne ayant vécu dans
giron familial quelque part vestige de l'époque Tokugawa, avec un père qui avait réussi à atteindre le statut de samouraï, mais quelques temps seulement avant la révolution. Et donc également pas mal de hardship, comme par exemple les décès de son frère, de son père, qui ont fait qu'elle a voulu justement sortir sa mère et sa sœur de la misère et travailler du mieux qu'elle pouvait, mais également des expériences comme l'abandon d'un fiancé, ce genre de choses qui ont donc marqué quelque part on va dire l'émotion derrière ses écrits, le côté un peu pessimiste. Et bien de l'autre côté, en miroir, on a le ton très optimiste de la presse donc nippone vis-à-vis de ses héros nationaux en termes de sport et donc du baseball en soi, qui va être l'éclaircie, qui va être vraiment le renouveau en fait tout simplement du Japon via ses enfants, car dans toutes les écoles primaires, un peu partout au Japon, on va se retrouver à jouer au baseball très tôt, et ce système va amener de plus en plus de structures donc au baseball lycéen japonais. Mais avançons de quelques années. Comme vous le savez, le Japon a donc subi de profondes mutations dans sa propre structure culturelle et historique, dans son propre enchaînement, on va dire, politique. Mais avant tout, ces changements étaient sur leur territoire. C'est ce dont on a parlé jusqu'à présent. Il faut le savoir, c'est un empire, et souvent, avec cette notion d'empire, vient cette notion de vouloir donc étendre son territoire, étendre son empire, étendre son influence ou sa zone d'influence. On en a parlé dans les précédentes vidéos, mais forcément les mutations ont donc été projetées en dehors du propre territoire japonais via des tentatives d'invasion, plus ou moins réussies, des guerres, notamment face à la Russie. Je vous remettrai un lien vis-à-vis de la seconde vidéo sur le Japon. Et avec tout ça, la société japonaise continue à évoluer. On va passer à une héritière quelque part de Ichio Higuchi, en parlant donc cette fois-ci de Fusae Ichikawa. Alors cette fois-ci, on va parler d'une héritière dans le sens plus spirituel et activiste, bien plus que Ichio Higuchi. Ichio Higuchi, c'est par ses écrits, ce n'est pas forcément par ses prises de position, alors que là on est, contrairement à la première, sur quelqu'un de beaucoup plus active, beaucoup plus frontal dans son approche. Une personne qui a même côtoyé les États-Unis, qui a vécu pendant un certain moment et qui est, après son retour, devenue une forme d'énonciatrice, une forme quelque part d'émancipation de la femme au sein du Japon tout simplement. Et on va parler d'elle d'une part, mais surtout on va parler bien sûr de l'évolution du baseball lycéen et donc de sa première occurrence de tournoi. Alors que cette dernière a à peine 22 ans, va se tenir le premier tournoi que l'on nommera plus tard Koshien en référence au lieu, mais qui se déroulera dans une première occurrence du côté de Toyonoka dans la préfecture d'Osaka. Et alors que notre ami Fusae Ichikawa, alors à ce moment-là jeune journaliste ou journaliste en devenir, va se faire ses premières armes, nous allons faire une pause de notre côté pour que je puisse vous expliquer le déroulé de ce tournoi en fait lycéen, point d'orgue d'une saison sous les feux des projecteurs, où des milliers d'enfants ou adolescents s'exercent, se battent, font de la compétition, une des compétitions les plus prisées. Alors si en 1915, lors de cette première occurrence, nous avons 10 équipes qui y participent, le format tel qu'on le connaît actuellement regroupe 49 équipes. Ces équipes-là se qualifient au préalable dans leur propre préfecture, donc chaque vainqueur de préfecture va se retrouver du côté donc, de Koshien. Et pour le coup, il faut savoir qu'il y a deux préfectures particulières qui ont plus que ça. On va parler de Kyoto. Kyoto qui a donc 2 équipes qui se qualifient, et Tokyo qui dans le même sens a également 2 équipes qui se qualifient. À ce moment-là, en 1915, comme j'ai dit, 10 équipes seulement se qualifient. Et surtout, le tournoi dont je parle, c'est celui qu'on présente comme le tournoi majeur, celui que l'on nomme comme ce tournoi Koshien, c'est en fait le tournoi d'été. Il faut savoir qu'il y a donc 2 tournois. Il y a un tournoi donc l'été, l'événement principal, là où on va découvrir le champion national en termes de baseball lycéen. Et il y a aussi celui de printemps. Celui de printemps est différent puisqu'il implique beaucoup moins d'équipes, ça se base sur de l'invitation et il a une valeur entre guillemets moindre, que ce soit dans l'attribution du vainqueur final qui aura peut-être une vitrine moins élevée que bien sûr le vainqueur du tournoi d'été, mais également quelque part de manière intrinsèque
L'objectif, c'est bien sûr de gagner le tournoi d'été. Et donc, pour revenir à cette fameuse première année de 1915, eh bien tout simplement, on va se retrouver avec un vainqueur, le premier vainqueur de l'histoire, qui va être donc Kyoto Dai-ni Shugaku. Donc en fait, si on traduit rapidement, c'est tout simplement Kyoto Second. Et cette équipe va donc lancer en fait les hostilités en termes de qui doit remporter, qui va remporter, quelles sont les rivalités qui vont se mettre en place sur ce tournoi. En 1916, on va avoir une équipe de Tokyo cette fois-ci, Keio qui était à la fois une université qui est cotée et un lycée. Et laissez-moi vous parler un peu plus de cette spécificité de Keio, qui est donc une université connue et reconnue dans la recherche du côté de Tokyo, qui a en fait un lycée affilié qui est du côté de Yokohama, toujours dans la zone de Tokyo, c'est dans la baie de Tokyo, c'est l'une des plus grandes villes d'ailleurs, Yokohama du Japon. Et pour revenir sur la partie historique, il faut savoir que ce lycée-université est une école privée et surtout qui a un statut particulier au Japon en termes notamment d'histoire. Parler de Keio, c'est tout simplement parler encore une fois de l'histoire du Japon. Fondée en 1858, cette école privée va être dénommée Keio quelques années plus tard en référence à une période très particulière du Japon. Cette période, qui dure de 1865 à 1868, marque l'un des derniers tournants avant donc la révolution Meiji et donc la fin du shogunat. Yukichi Fukuzawa, son créateur, voulait en fait tout simplement créer une école qui soit une alternative par rapport aux écoles et notamment aux universités contrôlées par le gouvernement avec un côté très nationaliste. Lui voulait plutôt former créer une école supérieure comme on les connaît, avec cet aspect recherche, cet aspect éducation recherché ou plutôt inspiré des pays on va dire occidentaux. Et donc cette école, son lycée qui a gagné donc ce Koshien de 1916 et sa partie universitaire qui va être reconnue qu'à partir de 1920, va apporter toute une vision, va apporter quelque part un élan de modernité ou en tout cas un changement culturel important au niveau donc scolaire et éducation via en fait son envie tout simplement de développer des jeunes dans des secteurs beaucoup plus privés. Par exemple des banques, les industries, des choses qui ne sont pas forcément liées au gouvernement, au contraire des autres grandes universités de l'époque comme la Tokyo, l'université impératrice de Tokyo. Alors là, attention, vous me connaissez, mon franglais, etc., mais je pense que vous avez compris, c'est l'université de Tokyo maintenant, de nos jours. Mais voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur Keio, puisque du coup, on va pas forcément retrouver sa partie lycée de nouveau championne dans le Koshien, et surtout ça reste vis-à-vis de son nom et vis-à-vis de ce que ça représente et de ce qu'elle représente un marqueur historique. Et puisqu'on reste sur l'aspect historique bien sûr de la chose, si les 2 voire 3 premières itérations du Koshien se déroulent sans problème, malgré les remontées on va dire sociopolitiques assez mouvementées qui se passent à l'intérieur du pays, 1918 va marquer un premier tournant avec l'annulation tout simplement de ce tournoi. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause du fort mouvement de protestation et donc des émeutes qui ont suivi donc en 1918 vis-à-vis du riz. Il faut le savoir, le riz à cette époque-là avait eu une augmentation on va dire de prix et à ce moment-là également, on voit en fait un phénomène économique ou un modèle économique qui est beaucoup plus centralisé, c'est-à-dire que les zones rurales sont beaucoup plus, on va dire, pauvres et forcément plus pauvres avec l'augmentation du prix de certaines denrées comme le riz, qui est une denrée bien sûr particulière et importantissime. Bien voilà, les fermiers, on va dire les paysans en général vont commencer donc à forcément manifester. Et il faut savoir que si à la base ça va se passer à un point principal assez modeste et avec plutôt des manifestations on va dire pacifiques, ça va vite s'intensifier puisqu'on va voir également que le Japon, qui dans son envie bien sûr de continuer à s'étendre, va se mêler des affaires politiques étrangères. On le sait notamment avec leur prise de position vis-à-vis de ce qu'on appelait les Russes blancs face aux Soviétiques, lors notamment des conséquences, on va dire, de la révolution de 1917 du côté de la Russie, mais également le fait d'avoir des territoires annexés, comme par exemple la Corée. Tout ça va amener en fait
ce déséquilibre et ces fameuses émeutes, puisqu'on va se retrouver donc avec un manque en fait et surtout un problème vis-à-vis de la productivité et ce qu'on demande en termes de productivité aux agriculteurs japonais. De son côté, Fusae Ishikawa, en 1918, elle a 25 ans. Et à cette époque-là, elle est déjà la première journaliste du Nagoya Shimbun, l'un des grands journaux en fait au Japon. Et surtout, elle est en train de lancer en fait sa carrière, sa lutte qui va vraiment définir sa vie, le reste de sa vie, par rapport à l'émancipation des femmes, par rapport aux droits et aux mouvements tout simplement féministes, comme on les appelle, les mouvances féministes, et en commençant par tout d'abord faire des reportages, des articles sur la vie des femmes japonaises. 1919 arrive et avec ça une plus grande prise de conscience de ce qu'il se passe au niveau des discriminations notamment subies par les femmes japonaises, et là elle va vraiment en fait rentrer dans une nouvelle phase en fait de sa compréhension de la chose et entrer dans ce qu'on appelle vraiment une lutte pour le coup, notamment vis-à-vis des inégalités entre hommes et femmes. Elle va cofonder l'association de la femme nouvelle en 1920 et un an plus tard, elle va décider de partir aux États-Unis pour faire un voyage d'études. Et notamment, ce voyage d'études va porter sur la question sociale des femmes. Pour faire, entre guillemets, court, elle va revenir en 1924, et moi je vais m'arrêter pour revenir sur l'aspect baseball en 1924. Alors donc, à son retour en 1924, elle va entrer dans une nouvelle phase de sa lutte avec tout simplement le fait de devenir en fait la figure, tout simplement la figure principale du mouvement japonais pour le droit de vote des femmes. Du côté du tournoi en fait de baseball lycéen, on va enfin arriver du côté de Koshien, d'où le fameux nom de Koshien. Alors qu'on avait débuté 9 ans auparavant avec 10 équipes, on se retrouve déjà avec une augmentation du nombre de participants, avec 19 équipes qualifiées. Et parmi ces 19 équipes qualifiées, 2 vont faire la part belle aux super performances et vont se montrer dignes tout simplement d'aller jusqu'en finale. Hiroshima Shogyo et Matsumoto Shogyo. Et si Hiroshima va l'emporter, une autre chose est à savoir et importante. Le Koshien, donc le tournoi lycéen, on va dire national, a certes été la marque de fabrique du Japon, mais a aussi suivi l'évolution, bien sûr, des affaires politiques du Japon. Encore un exemple, à partir de la fin des années 10, on va dire 1910, et surtout au début des années 1920, on va se retrouver avec cette question, vu qu'il y a des régions qui sont annexées au Japon, qui font donc partie quelque part de l'Empire japonais. Je pense notamment à des pays carrément comme la Corée, on peut penser à une région comme la Mandchourie, on peut penser également à Taïwan par exemple. Eh bien ces pays ou ces régions vont commencer également à participer en fait tout simplement à Koshien, au tournoi, et ça va commencer en 1921 avec une équipe venant de Mandchourie, et on va voir petit à petit des équipes venant de des différentes régions annexées quelque part s'intégrer, s'implanter dans ce tournoi Koshien. Preuve s'il en est de la montée en puissance du Japon au niveau régional et surtout quelque part d'une annexation presque identitaire, on va dire, du Japon vis-à-vis de ces régions annexées. Et les performances des joueurs dans tout ça. Je vous reconnais bien là, bien entendu, qui dit sport, dit performance, qu'elle soit collective ou individuelle. Eh bien, il faut savoir, si on avance encore un tout petit peu dans le temps, on va commencer à se rendre compte de certaines choses, certaines spécificités et certains records quelque part, puisqu'il faut le savoir par exemple, il n'y avait pas de limite jusqu'en 1958 sur le nombre de manches jouées en cas d'égalité. Donc après les 9 manches, on pouvait jouer jusqu'à ce qu'un match se termine via la victoire de l'une ou l'autre des équipes. Et donc forcément quand on pense à ça, on pense aux lanceurs. Notamment le lanceur partant qui peut par exemple devoir lancer en continu. À cette époque-là, le lanceur partant faisait sûrement quasiment la totalité des matchs en fonction bien sûr des scores, ou en tout cas avait l'opportunité de le faire. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de parler d'une des premières stars en tant que telle que l'on répertorie en termes de Koshien. C'est un lanceur, c'est pas n'importe qui, il s'agit tout simplement de Masao Yoshida. Alors, Masao Yoshida, il faut le savoir, c'est un monsieur qui a joué au baseball amateur principalement,
Pourquoi? Et là, je vous ramène à la première vidéo, mais je vais quand même en parler rapidement. Le baseball professionnel nippon n'arrive qu'à, on va dire, la mi, voire fin des années 30. 1936 pour être exact. Et va surfer sur la vague du fameux tour américain de 1934 avec Babe Ruth et avec cette confrontation entre notamment Eiji Sawamura et les meilleurs talents All-Star, Hall of Famer américains. Et donc pour revenir à Masao Yoshida, il faut le savoir que dans les années 30, donc notamment entre 1931 et 1933, il est au lycée de Shukyo, donc Shukyo Shogyo, et il va être membre à part entière d'un fait historique. Tout d'abord, ce lycée va remporter 3 titres consécutifs. Donc ça veut dire que ce monsieur va remporter 3 titres consécutifs en tant que lanceur. C'est le premier et, si je dis pas de bêtises, le seul à avoir réussi pareil exploit tout simplement. Et il faut le savoir également, il va donc dans ce span, dans cette étendue de 1931 à 1933, forcément remporter beaucoup de matchs. 14 matchs consécutifs, donc au stade Koshien. Pour revenir un peu sur son parcours rapidement et notamment sur ses tournois à lui, il va donc faire partie de cette caste de lanceurs capables de lancer un match complet, mais un match complet en extra inning, donc c'est-à-dire avec plus de 9 manches. Ce match qui est dans les annales de l'histoire du baseball japonais, du baseball universitaire, lycéen japonais, pardonnez-moi, c'est un match où il y a un record all-time, tout simplement. Il va lancer donc pendant 25 manches, j'ai bien dit 25 manches, pour 336 lancés dans ce match. Et en plus de ça, ce match-là va être un shutout. Ça veut dire qu'il ne va pas encaisser de points. Aucun point encaissé sur autant de manches lancées, autant de lancers tout simplement. Ce feat, il va le réussir sur sa dernière année, son dernier titre au final, son année 3 en 1933. Et il faut le savoir, au cours de sa carrière lycéenne, il va donc battre forcément des légendes du baseball japonais. Des légendes qui ont, elles, pour le coup, également été des légendes au niveau professionnel, ce que n'a pas été donc Masao Yoshida. Si je vous donne quelques noms, on peut notamment penser à Yoshiyuki Iwamoto, un membre bien sûr du Japanese Baseball Hall of Fame, qui a été un membre émérite en tant que joueur et en tant que manager du baseball professionnel nippon à ses débuts. Il a également éliminé Masaru Kageura en 1932. Ce monsieur était un two-way player connu et reconnu, lui aussi au Baseball Hall of Fame. Et lui, il fait partie un peu de ces rares joueurs, un peu à la Eiji Sawamura par exemple, à être mis dans le Hall of Fame après en fait avoir été tué lors de la Seconde Guerre mondiale. Un autre joueur, un troisième joueur important que l'on voit souvent lorsque on regarde le tableau de chasse de Masao Yoshida, c'est bien sûr Fumio Fujimura, qui a été à la fois, pas en même moment, mais à la fois un infielder, à la fois un pitcher. Il a commencé d'ailleurs en tant que pitcher pour les Osaka Tigers, que l'on connaît maintenant comme les Hanshin Tigers. Les Hanshin Tigers d'ailleurs qui jouent du côté de Koshien. On va y revenir un peu plus tard. Et surtout, ce monsieur a été reconnu pour ce qu'il a fait en tant que frappeur. Donc quelque part c'est un two-way player, mais si c'est pas sur la même période de sa carrière. Mais voilà, j'ai donné ces 3 noms, je vous invite bien sûr à aller voir si vous êtes curieux, on pourra en reparler bien sûr plus tard si vous le voulez. Mais pour revenir et finir sur Masao Yoshida, c'est donc quelque part la première star, et ce qui est paradoxal comme j'ai dit, c'est qu'il n'a pas atteint le niveau professionnel. Il aurait pu, mais il a fait le choix de rester jouer en amateur, et donc il a été introduit au Baseball Hall of Fame japonais en 1992, ce qui est quand même assez intéressant pour un joueur qui n'a pas intégré la NPB. Dernier fait à noter d'ailleurs concernant ce joueur et concernant ses match-ups, il faut le savoir, il a rencontré dans sa première finale une équipe entre guillemets étrangère, donc une équipe d'une des régions annexées, c'était une équipe de Taïwan. Il faut le savoir, aucune équipe des régions annexées n'a jamais remporté le tournoi Koshien, du moment où elles ont commencé à y participer donc en 1921, jusqu'à la dernière participation d'une de ces équipes en 1940. La Seconde Guerre mondiale va arriver ensuite, le Japon va connaître certaines choses que vous connaissez déjà, et je vous invite également à aller voir la vidéo précédente sur Sawamura et Starfin pour avoir un peu plus de contexte là-dessus. Mais donc à partir de 1940, on n'aura plus d'équipes étrangères à partir des années 40, plus d'équipes étrangères jouant au tournoi Koshien.
Bien sûr, lors de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il n'y aura pas de tournoi Koshien tenu, et ce de 1941 de mémoire jusqu'à 1945. Et donc avec cette période trouble, on va se retrouver avec un peuple tiraillé entre la fin d'une domination, la fin d'une ère dominatrice, et le début d'une nouvelle ère marquée par quelque part une annexation de la part des États-Unis, et des changements notamment de mœurs, des changements encore culturels avec cette influence américaine. On va voir notamment donc ce pourquoi notre bonne amie Fusae Ichikawa se battait prendre forme, puisque tout simplement à partir de 1945 et sous régime on va dire américain, on va avoir une évolution du droit des femmes, notamment en termes de droit de vote. Pour finir sur cette période assez sombre, bien sûr, du monde déjà et puis du Japon en soi, avec ce côté territoire occupé, la démocratisation se fait de manière un peu, on va dire, forcée, et on va voir que même si des choses vont arriver de manière positive, tout ne va pas être parfait et tout ne va pas revenir de la meilleure des manières pour Fusae Ichikawa. Elle va malgré tout avoir quelques récompense, on pourrait dire ça comme ça, en devenant notamment la première présidente de la nouvelle Ligue des femmes au Japon, donc en après-guerre, mais cet état de fait va vite lui retomber dessus, puisque en 1947, elle va être victime d'une purge d'après-guerre. Vous savez, comme souvent, on va chercher les coupables, on va chercher ce qui s'est passé, et donc on veut des responsables. Elle va être accusée de faits de collaboration, et donc du coup, elle va devoir cesser ses activités politiques. Elle va malgré tout vite retrouver, on pourrait dire un semblant de normalité, dans le sens où à la fin de l'année 1950, elle va déjà récupérer ses droits en fait de citoyenne. Et donc elle va pouvoir recommencer, repartir de l'avant et pouvoir mettre en place ce qu'elle voulait mettre en place depuis le début, avec sa lutte, bien entendu. Une lutte qui lui verra prolonger sa carrière politique assez loin dans sa vie, puisque à 81 ans, elle va être encore réélue en fait dans la chambre, on va dire, des conseillers, des élus politiques, notamment vis-à-vis de Tokyo. Et si elle meurt en 1987, elle va bien sûr être reconnue pour avoir été quelque part l'ambassadrice de la lutte pour les droits des femmes au Japon. Avec ce bond dans le temps, on se retrouve aussi avec des nouvelles règles vis-à-vis du Koshien, avec notamment à partir de 1958, cette limitation dans le nombre de manches supplémentaires d'extra inning levée à 18 manches. 1958 reste une date importante, pas seulement pour cette règle, mais également pour le nombre de participants, puisque ça va être la première année où on va retrouver toutes les préfectures quasiment représentées. Même si les années suivantes, ça va redescendre, ou ça va être assez fluctuant, on va dire, plutôt stabilisant aux alentours des entre 25 et 30 participations ou participants aux différentes moutures du tournoi Koshien. On va avoir de nouveau en 1963 48 équipes jouant, puis la même chose se produira à la fin des années 60 avec 48 équipes en 1968, 48 équipes également en 1973, mais toujours avec des fluctuations, on retombe dans la trentaine d'équipes, puis après on monte au tout début des 41 équipes, avant enfin une stabilisation officielle en 1978 et 49 équipes. Avec un engouement toujours aussi important, voire complètement délirant, on voit beaucoup de comparaisons, notamment les Américains aiment bien comparer le tournoi Koshien à la March Madness ici. On pourrait même dire que c'est encore plus que ça quand on compare vraiment à la culture et à l'aspect populaire nippon. On va aussi retrouver certaines particularités avec certaines expressions qui vont être ancrées dans l'histoire de ce tournoi. On va voir par exemple que les équipes du Nord vont avoir beaucoup de mal dans l'histoire de ce tournoi à être championnes. Si par exemple dès la première année on retrouve Akita, un lycée du Nord, du côté d'Akita justement, en finaliste, on va avoir du mal à retrouver des finalistes avant les années 60, on va retrouver donc Hokkaido en 1963, et surtout on va avoir du mal à trouver des champions. Un terme va particulièrement parler ou reconnaître cet état de fait, on va parler de Shirakawa barrière. Cette barrière Shirakawa, c'est quelque part un terme pour expliquer que les équipes au nord de la région de Kanto n'arrivent pas à remporter de tournoi, et donc on parle de cet endroit comme étant la fameuse barrière qui empêche en fait ces équipes tout simplement de remporter un titre. Ça va quand même durer pendant plus de 80 ans, si je dis pas de bêtises, avant d'enfin voir un champion, puisque le
premier champion venu du Nord de mémoire, ça va arriver qu'en 2004, c'est-à-dire lors du 86e tournoi Koshien. Donc il faut s'en rendre compte. Et puisqu'on parle de tournoi Koshien dans sa partie la plus moderne, pour arriver dans la dernière partie de cette vidéo, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César en termes de performance, puisque c'est vrai que comme je vous l'ai dit, à partir de 1958, on va limiter le nombre de manches lancées, enfin en tout cas de manches jouées, pardon, avec 18 manches au maximum. Ça ne va pas empêcher certains lanceurs de faire des belles performances. Je pense notamment à un en particulier. Je pense que si je vous dis Daisuke Matsuzaka et que vous êtes par exemple un fan des Red Sox, ce nom vous dit quelque chose. Peut-être si vous êtes un fan des Mets également, même s'il n'y a joué qu'une saison. Eh bien on va parler de ce jeune homme. Bon, il est plus si jeune que ça, mais il n'est pas vieux pour autant. Daisuke Matsuzaka, il a donc joué en MLB, mais avant de jouer en MLB, il a joué en NPB, et avant de jouer en NPB, ça a été un des joueurs de renommée nationale au Japon, notamment vis-à-vis de ses performances en fait dans les tournois Koshien. Il va d'abord se révéler dans les Little League, comme ce qu'on voit de plus en plus dans le baseball contemporain. Et ensuite, il va être admis au lycée en fait Yokohama, un lycée bien sûr qui est plutôt réputé en termes de baseball lycéen, et pour lequel il va donc pouvoir jouer et représenter ce qui se fait de mieux en termes de baseball lycéen au Japon, donc pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, il va donc aller au tournoi Koshien, et tout ne va pas forcément se passer comme prévu, ou aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Il va certes devenir très rapidement l'ace de son équipe, mais il va prendre pour lui en fait une défaite compliquée, une défaite qui va en fait lui faire beaucoup de mal. C'était son année on va dire sophomore, année durant laquelle il sera directement responsable de l'élimination de son équipe en demi-finale du tournoi de la préfecture de Kanagawa, ce qui va lui faire beaucoup de mal du coup. Éliminé donc avant d'entrer dans le tournoi national, dans la partie finale, on va dire phase finale du tournoi national à Koshien, il va continuer à se développer, réussir à de meilleures performances en termes de lancer lors de ses entraînements pré-saison, on va dire de pré-saison. Et s'il va déjà amener son équipe jusqu'au au titre du tournoi, on va dire le tournoi d'invitation, comme je vous dis, le tournoi de printemps, ce qu'on appelle le Spring Koshien, ou le tournoi de printemps du Koshien, il va mettre tout simplement son objectif à remporter le tournoi, bien sûr qui compte, comme je vous l'ai dit, le tournoi d'été Koshien. Il va le réussir, ce qui va le mettre encore plus de la légende, puisqu'il va être un de ces joueurs qui arrive à remporter à la fois le tournoi de printemps et le tournoi d'été. Déjà rien qu'en termes d'équipe, ce n'est pas si facile que ça, mais si on cherche en termes de joueurs, c'est encore plus compliqué de retrouver pareil exploit, on va dire. Et donc pour venir à son fameux record, on va se resituer. Il va donc lancer pour les quarts de finale du tournoi d'été de Koshien. Et lors de ce match, il va donc lancer 250 lancers sur 17 manches. Ils vont gagner. Et surtout, il faut savoir, c'est que juste avant, il avait le match d'avant, il avait quand même lancé 148 lancers. Et pour un match complet, et surtout un match complet en mode shutout. Donc c'est-à-dire pas de points subis. Sa carrière lycéenne terminée de la plus belle des manières, il va pouvoir être drafté par les Seibu Lions, équipe de Saitama avec laquelle il va jouer toutes ces années avant d'aller aux États-Unis. Et il faut savoir un truc, c'est que c'est quand même quelqu'un de référencé, notamment au Japon, puisqu'il va être 7 fois All-Star. Il va remporter 2 titres nationaux quand même. Alors attention, c'est pas rien du tout. 2 titres nationaux, donc le premier va le remporter en 2004 avant donc de partir 2 ans plus tard aux États-Unis. Il va le remporter avec l'équipe qu'il a drafté, les Lions de Seibu. Et surtout, il va remporter son deuxième et dernier titre avec les Fukuoka SoftBank Hawks. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo courte sur Sadaharu Oh, faut le savoir, les Hawks ont été l'équipe dominatrice des années 2010 et il va faire partie d'une de ces itérations en remportant le titre là-bas. Il va remporter l'équivalent du Cy Young au Japon, le Eiji Sawamura Award. Il va également être, lors de son année rookie, le rookie de l'année dans la Ligue Pacifique.
voilà, un Golden Glove reconnu. Il va aussi remporter le titre du comeback, du joueur de retour en fait de l'année, le comeback player de 2018. Voilà, c'est un joueur qui, en termes comment on peut dire ça, en termes de palmarès, n'a rien à envier à qui que ce soit, surtout au niveau japonais. Mais il faut le savoir également, je pense que les gens s'en souviennent, il a remporté le titre national en MLB, donc les World Series, je vais dire les College World Series. Les World Series, et ce, en 2007, avec donc les Red Sox de Boston, alors que l'année d'avant, il venait de gagner la première itération de la World Baseball Classic. Donc voilà, un sacré palmarès pour Daisuke Matsuzaka. Bien sûr, qui dit tournoi national lycéen avec un tel engouement, avec les meilleurs joueurs du Japon s'affrontant, on va forcément retrouver des joueurs que nous on a connus en MLB, des joueurs qui ont été connus et reconnus que ce soit en MLB ou en NPB, comme les meilleurs de leur génération. Je peux citer bien sûr Ichiro Suzuki, ne pas le citer ça serait presque criminel. Bien sûr Shohei Ohtani, même si en termes de baseball lycéen, c'est pas celui qui a le plus gros palmarès en termes de Koshien, mais par contre il a bien sûr participé à ce tournoi. Qui d'autre on pourrait citer? Bien sûr Sadaharu Oh, dont on a parlé dans une des vidéos courtes, etc. Donc le Koshien, c'est un passage obligatoire, quelque part, c'est un passage de renommée déjà en tant que tel. L'engouement pour le Koshien est tel qu'il surpasse même le baseball professionnel à certains points, dans sa culmination notamment sa phase finale d'été. Et pour finir sur Koshien, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le terrain en fait, le stadium de Koshien, c'est aussi le stadium des Hanshin Tigers. Et ces Hanshin Tigers, ils passent après en fait cet événement, notamment l'été, et donc là, à l'heure où je parle, le tournoi Koshien va se dérouler ou est en train de se dérouler à l'heure où je parle encore une fois, et du coup ça fait que les Hanshin Tigers qui jouent dans la Central League en NPB doivent en fait jouer à l'extérieur. Ils ne jouent plus dans ce stade, le stade ne leur appartient plus, ils sont historiquement quelque part en fait presque des invités dans leur propre stade, on va dire, entre guillemets, puisque le stade était là bien avant leur arrivée, et le stade appartient avant tout à cet événement centenaire, donc plus que centenaire maintenant, qui a éprouvé, ravi, fait pleurer des millions et des millions de Japonais à travers les âges, qui a été un marqueur aussi, comme je l'ai dit et redit, de l'évolution de la société japonaise, un marqueur de l'évolution du baseball au niveau nippon. Et alors qu'on sait que l'influence du baseball n'atteint pas forcément que la population masculine au Japon, bien au contraire, les femmes sont dedans, les femmes également performent de manière incroyable au niveau du baseball japonais. Preuve en est avec les investissements de la NPB pour créer une ligue professionnelle nippone pour les femmes. Les femmes également au niveau japonais ont été un marqueur de cette évolution de société avec, en toile de fond, pour finir sur cet aspect-là et finir ma vidéo, on va parler rapidement, dans notre époque moderne, de Chiaki Mukai. Chiaki Mukai, on le sait, enfin pour ceux qui le savent en tout cas, c'est une astronaute. Ça a été tout simplement la première japonaise, donc la première femme asiatique et japonaise forcément de surcroît, à entrer ou à aller dans l'espace. Ça a été aussi la première astronaute japonaise d'être sur 2 vaisseaux, on va dire. Voilà, je sais pas comment on les appelle, des navettes spatiales, des vaisseaux, excusez-moi pour le français. Et également la première femme qui va devenir une chirurgienne cardiovasculaire. Et tout ceci à l'université de Keio. Comme quoi, vous pouvez le voir, mes vidéos sont travaillées car la boucle est bouclée. On a parlé de Keio, on a parlé de la place de la femme quelque part dans la société japonaise et cette évolution à travers le portrait de quelques femmes. Et également l'évolution du baseball via son événement le plus incroyable au Japon, les tournois Koshien et notamment son tournoi d'été. Autant de marqueurs de l'évolution de la société japonaise. J'aurais pu bien sûr citer une femme connue et reconnue. Si je vous dis Yoko Ono, je pense que vous savez de qui je parle bien entendu. Et donc voilà, je pense qu'on peut arrêter là la vidéo en finissant tout simplement par rappeler tous ces indicateurs qui font du Japon un pays à part, un pays spécifique et un pays spécial à la culture spécifique. Un pays qui a connu de nombreuses évolutions, de nombreuses influences, qui a essayé à un certain moment d'être cette influence vis-à-vis d'autres pays, et un pays qui, vis-à-vis de sa culture, de son histoire, de ses traditions, a su marier modernisme et culture, tradition, de manière à nous
pondre quelque part un baseball qui leur est propre, un baseball qui est très fort agréable à suivre, un baseball beaucoup plus académique que ce qu'on peut voir en MLB par exemple. Et donc comme je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo, on va tout simplement se dire à très bientôt. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire également ce dont vous souhaiteriez qu'on parle vis-à-vis du Japon. Je pense que là c'est la 3e, ça me paraît pas mal même si j'espérais en faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Mais bon, la vie est faite de challenges comme on dit. Et j'ai été bien content de découvrir un peu tous ces portraits particuliers, cet événement aussi particulier qu'est le Koshien, ces femmes bien entendu, les performances de certains joueurs connus ou moins connus. Et donc, sur tous ces bons mots, je vais vous dire un petit voili-voilou de circonstances. On se retrouve pour le podcast Warzone très bientôt. Passez une bonne fin de vacances d'été, puisqu'on est déjà au moment où j'enregistre mi-août. Et on se dit à très bientôt, encore une fois. Ciao, ciao.